Et tous, on commence une série sur les diagrammes d'Ellingham, donc une petite série de 7 vidéos avec plusieurs applications, mais aujourd'hui on commence par des définitions et des bases. Allez, on passe tout de suite sur la tablette. Donc, dans cette première vidéo concernant les diagrammes d'Ellingham, nous allons voir comment écrire une réaction d'Ellingham. Vous allez voir, c'est avant tout une affaire de convention. Et également, je vais vous rappeler comment on calcule une enthalpie libre standard de réaction à l'aide des grandeurs de réaction usuelles. Donc, les prérequis, c'est savoir écrire une réaction chimique, connaître les grandeurs de réaction qu'on utilise fréquemment en chimie, enthalpie, entropie de réaction et l'enthalpie libre de la réaction, et savoir faire un cycle de S à une température donnée. Donc une réaction d'Ellingham, de quoi s'agit-il? On va faire un petit peu de contexte. Il s'agit en fait d'oxydoréduction par voie sèche, donc pas en solution aqueuse, et ça va concerner essentiellement les métaux et évidemment leurs oxydes. Si ce avec quoi on oxyde les métaux, c'est le dioxygène. Mais on trouve également les métaux et leurs halogénures ou les métaux et leurs sulfures. Alors si vous avez compris comment ça marche pour les oxydes, vous serez capable de le transposer pour les halogénures et pour les sulfures. Alors, je vais vous montrer une réaction, des réactions d'Ellingham. Donc, vous allez voir que c'est avant tout une question de convention et la façon dont on écrit le bilan. Donc, je vous prends un premier exemple ici, avec Mg et MgO, son oxyde. Donc, je peux soit l'écrire Mg plus O2 de MgO en mettant un coefficient 1,5 devant O2, mais j'aurais aussi très bien pu mettre des coefficients 2 devant Mg et MgO. Je rappelle qu'ici, on manipule des quantités molaires et pas des molécules, donc il n'y a aucun problème à avoir des coefficients non entiers. Ce n'est pas des molécules, c'est bien des moles de constituants qu'on manipule, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller avec des coefficients non entiers. Donc ça, c'est une première équation qui consiste pour un exemple donné. Mais je prends un autre exemple ici, par exemple Cr et Cr2O3, son oxyde. Donc vous voyez que là c'est un petit peu plus compliqué. Donc vous allez avoir par exemple, vous pouvez l'écrire avec 4 tiers, un coefficient 1 devant O2 et 2 tiers pour Cr2O3. Mais je peux aussi tout multiplier par 3 si j'ai pas envie d'avoir des quantités fractionnées. Et ça va me donner ceci, 4, 3 et 2. La difficulté, vous voyez, il y a plein de façons d'écrire des réactions comme ça d'oxydoréduction par voie sèche, mais la difficulté, c'est que comme nos grandeurs de réaction sont, les fonctions d'état associées sont extensives, selon les coefficients stoichiométriques qu'on va utiliser, ça va changer leur valeur numérique. Donc il va falloir qu'on trouve une convention pour laquelle je sois le plus universel possible, quelle que soit la réaction que je considère. Vous voyez que la seule espèce ici qui apparaît dans les deux réactions, c'est le dioxygène. Donc par principe, on va imposer, on va choisir une valeur de coefficient stoichiométrique et ce sera toujours la même pour toutes les réactions d'Ellingham. Donc à chaque fois qu'on vous demande d'écrire une réaction d'Ellingham, comme O2 c'est l'espèce commune à toutes les réactions, ici, on va choisir par convention un coefficient stoichiométrique égal à 1 devant O2 gazeux. À chaque fois qu'on vous demandera d'écrire une réaction d'Ellingham, ce qu'on attend de vous, c'est d'écrire une réaction d'oxydoréduction par voie sèche, où le métal est à gauche et l'oxyde est à droite, et avec un coefficient stoichiométrique de 1 devant O2. C'est ça qu'on attend de vous, donc à savoir faire, à savoir équilibrer des réactions bilan. Donc il n'y a pas 50 000 métaux, ça va assez vite. Voilà. Donc l'écriture générale, c'est-à-dire quel que soit le métal et son oxyde, on peut la représenter comme ceci. Alors ça c'est une écriture générique, évidemment n'apprenez pas ça par cœur, il faut savoir le refaire pour chaque métal, c'est beaucoup plus simple. Donc vous allez avoir le métal plus 1 O2 donne son oxyde avec les bons coefficients stoichiométriques à savoir retrouver pour chaque métal et oxyde correspondant. Alors les grandeurs de réaction, de quoi s'agit-il? Je vous rappelle, on utilise très souvent l'enthalpie et l'entropie de réaction. Alors je vais me placer dans des conditions standards, c'est-à-dire à P égale P0 égale à 1 bar, et j'utilise la loi de S, ou un cycle de S si vous voulez, mais ici c'est relativement simple. Vous prenez d'abord les produits et ensuite vous retranchez les réactifs. Pour l'enthalpie de réaction, on va utiliser les enthalpies standards de formation, donc ça va être 2 sur Y, l'enthalpie standard de formation des produits, donc ici de l'oxyde, voilà, dans sa phase psi, moins
l'ent- l'enthalpie standard de formation de O2 gazeux, moins 2x sur y, l'enthalpie standard de formation du métal dans la phase phi. Alors il y en a une qui est nulle, c'est O2 gazeux, ici. Hein, ça c'est nul, pourquoi? Parce que O2 est déjà dans son état standard de référence. Alors si jamais le métal il est solide et que c'est son état standard de référence aussi, hein, le dernier terme ici pourrait être nul également, mais c'est pas systématiquement le cas. En tout cas pour O2 gazeux c'est systématiquement le cas, donc je me pose pas de questions, celui-là je l'enlève de mon petit calcul. Pour ce qui concerne l'entropie standard de la réaction, donc là je vous rappelle, on est dans le cas où on peut appliquer le troisième principe de la thermodynamique et utiliser directement des entropies molaires absolues. Donc vous allez avoir une loi de Hess qui est le pendant, mais avec les entropies molaires absolues. Donc 2 sur Y S0 de l'oxyde dans la phase psi, moins le S0 de O2 gazeux, donc celui-là, si vous êtes à température de 298 K, il vaut 205 joules par mol et par Kelvin, moins 2x sur Y, l'entropie molaire absolue du métal dans sa phase phi. Voilà. Donc là, il n'y a pas de terme nul, hein, les entropies molaires sont toutes non nulles et strictement positives, hein, je vous rappelle. Et une fois que vous avez calculé, alors ça c'est à une température donnée, hein, je rappelle, c'est ce calcul-là, il est valable à une température donnée. Souvent, on vous donne les valeurs à 298 Kelvin. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez en déduire l'enthalpie libre de la réaction. Je vous rappelle, par définition, delta RG0, c'est delta RH0 moins T delta RS0. Donc vous voyez que à chaque fois que vous allez changer la température, a priori, il faut refaire un calcul. Alors sachant que les grandeurs que je vous ai données précédemment, elles dépendent de la température. Donc c'est pas forcément simple, on verra ça dans une autre vidéo. Donc pour le diagramme, c'est-à-dire la dépendance en température, on verra ça un peu plus tard. Maintenant, vous savez ce qu'est une réaction d'Ellingham. Dans les vidéos suivantes, on va voir comment construire un diagramme et comment les utiliser. À bientôt!